Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer un modèle théorique français qui est franchement assez fascinant. Ça part de la nature cyclique du pouvoir. C'est une grille de lecture qui pourrait bien, qui sait, changer notre façon de voir le monde qui nous entoure. Allez, on plonge directement dedans. La question au cœur de ce modèle, c'est celle-ci. Et si le pouvoir, finalement, peu importe l'époque ou la culture, suivait un cycle inévitable, une sorte de balai perpétuel entre différentes grandes figures, des archétypes? Alors, pour bien piger cette idée, il faut d'abord poser les bases, le cadre. Tout tourne autour de 4 grands archétypes. Il faut les imaginer un peu comme les 4 saisons. Ils se succèdent dans un ordre bien précis et chacun prépare le terrain pour l'arrivée du suivant. Et voici donc les 4 grands acteurs de cette histoire. Le cycle démarre avec le guerrier, celui qui arrive et qui impose un ordre, souvent par la force. Sa domination, elle engendre l'obéissant. Mais le système très rigide de l'obéissance, ça devient le terrain de jeu parfait pour le pervers. Et finalement, le chaos total semé par le pervers force l'émergence du sage, qui lui va préparer le retour d'un nouveau guerrier. C'est un cycle qui, d'après la théorie, ne s'arrête jamais vraiment. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est de voir la logique, elle est presque mécanique. L'ordre du guerrier produit des obéissants. C'est logique. Mais un système qui ne repose que sur l'obéissance, c'est une porte grande ouverte pour les manipulateurs. Et c'est comme ça qu'arrive le pervers. Le désordre qu'il crée devient si insupportable qu'il force une prise de recul, une introspection. C'est l'émergence du sage. Mais une idée, une sagesse, pour qu'elle prenne forme dans le réel, elle a besoin d'être protégée. D'où le besoin d'un nouveau guerrier. Et hop, la boucle est bouclée. Alors attention, point super important avant qu'on continue, l'idée ce n'est pas du tout de mettre les gens dans des petites cases. Un archétype ce n'est pas une personnalité, c'est un rôle, un schéma de comportement si l'on veut. Une seule et même personne peut d'ailleurs incarner différents archétypes, parfois en même temps, tout dépend de la situation. Bon, maintenant qu'on a posé les règles du jeu, passons au cœur de l'analyse. La source nous propose d'utiliser ce modèle pour observer un scénario bien précis. Qu'est-ce qui se passe quand on est dans un monde où c'est l'archétype du pervers qui est au pouvoir ? La source nous invite à une sorte d'exercice de pensée. Partons de l'hypothèse que notre époque correspond justement à cette phase du cycle. Qu'est-ce que ça implique, concrètement, quand ce sont les pervers qui tiennent les rênes du pouvoir? C'est ce qu'on va explorer. Comment cet archétype fait-il pour garder son emprise? Le modèle identifie 3 outils principaux. D'abord, et c'est le plus important, la manipulation de la peur. Peur de la guerre, peur du chômage, peur de l'autre, c'est le moteur. Ensuite, il y a la séduction morale. Toujours se présenter comme quelqu'un qui agit pour le bien commun, pour mieux cacher ses vraies intentions. Et enfin, l'outil classique, la fragmentation. Diviser pour mieux régner, dresser les gens les uns contre les autres pour qu'aucune unité ne soit possible. Et les effets d'un tel règne sur la société, ils sont dévastateurs. On observe d'abord une sorte d'épuisement psychique généralisé, une grande fatigue collective. Ensuite, les mots commencent à perdre leur sens, la vérité devient une notion floue, ce qui mène tout droit à la dernière étape, une crise de confiance totale. Plus personne ne croit en rien, ni en personne. Mais, et c'est là que tout bascule, c'est justement sur ce terrain de désolation que la force contraire va émerger. C'est l'heure du sage. Alors comment est-ce que lui, il voit la situation? Et surtout, qu'est-ce qu'il fait face à ce chaos? Il y a un truc essentiel à comprendre. Le sage, ce n'est pas un guerrier. Il ne va pas combattre le pervers de front. Non, lui, il est un produit de la crise. Pour le sage, le chaos, ce n'est pas la fin du monde. C'est un symptôme qui révèle une maladie plus profonde. Et donc, paradoxalement, c'est une occasion en or pour une prise de conscience collective. Cette opposition est vraiment flagrante ici. D'un côté, le pervers utilise l'information pour créer un bruit de fond permanent, pour saturer l'espace mental avec des émotions collectives fortes, comme la peur ou l'indignation. Et la réponse du sage, c'est l'antidote parfait. Il enseigne la lenteur, le silence, la nécessité de se débrancher pour retrouver sa propre capacité à penser. Le rôle du sage, c'est donc avant tout un rôle de pédagogue. Comme le dit la source, il réapprend aux êtres à écouter, à observer, à penser hors du flux médiatique. C'est une forme de résistance, en fait, qui passe par la rééducation de notre discernement. Mais attention, le sage n'est pas juste un observateur passif qui regarde le monde s'écrouler. Son action, elle est bien réelle même si elle est plus discrète. Son but n'est pas de prendre le pouvoir. Son but, c'est de préparer activement le terrain pour l'étape d'après, pour le renouveau. Son plan d'action est assez subtil. Il se fait en 4 temps. D'abord, observer le chaos, mais sans haine, parce que la haine, ça rend aveugle et ça nous lie à notre adversaire. Ensuite, un travail de longue haleine pour redonner du sens et du poids aux mots. Puis, il tisse des liens, des réseaux de confiance, souvent en petits groupes. Et enfin, il transmet cette lucidité pour préparer ceux qui, plus tard, auront la force d'agir, les futurs guerriers. C'est vraiment ça la distinction fondamentale. Le but du sage, ce n'est pas de gagner une bataille. Son objectif est beaucoup plus profond. Il s'agit de transformer la souffrance de tout un collectif en une conscience claire,
en un savoir qui pourrait être transmis et qui servira de fondation pour le monde d'après. Et cette citation, pour moi, elle résume tout. Pour le sage, le chaos n'est pas une punition. C'est, je cite, un passage initiatique, un bain d'ombre qui rend possible la transmutation du collectif. C'est une épreuve, oui, c'est douloureux, mais c'est une épreuve nécessaire pour qu'une vraie transformation puisse avoir lieu. Et on termine là-dessus, avec cette question qui reste en suspens. Une question qui nous invite à regarder notre propre monde à travers cette grille de lecture. Si on accepte cette idée de cycle, alors peut-être que le désordre ambiant n'est pas une fin en soi, mais juste une transition. Ce qui nous amène à la vraie question. Et si le chaos était en fait un passage initiatique ?